Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout un plaisir d'être en votre compagnie et démarrer le mois d'avril et ce sera avec une donnée politique. Situation oblige. Tension préélectorale au Bénin. Si le 6 mars, mesdames, messieurs, elle a relativement baissé, le chef de l'État ayant personnellement exprimé son ouverture pour une élection inclusive, rien jusque-là n'aura substantiellement changé. Envoyé en mission suite à l'appel du palais de la Marina pour une porte de sortie de crise, les élus du peuple ne parviennent visiblement pas à accorder le violon. Pire, les députés de la majorité parlementaire et ceux de la minorité s'accusent mutuellement de mauvaise foi. Dans ce jeu de ping-pong, la majorité parlementaire, à la faveur d'une déclaration solennelle, a invité vendredi dernier et contre toute attente, le peuple béninois à s'apprêter à aller le 28 avril prochain, voter pour les deux formations politiques du pouvoir, les seules retenues par la Sénat pour les législatives. Retour donc, mesdames, messieurs, à la case départ. S'en suivront alors toutes sortes de réactions et une nouvelle vague de polémiques. Impasse électorale au Bénin, crise accidentelle ou motivée. Le débat se conjugue au présent. Et 100% Bénin n'entend pas être du reste. À l'instant, analyse, c'est tout de suite. Et maintenant, déjà, sur ce plateau, le docteur Mathieu Adjabé, il est enseignant, chercheur en sciences politiques et relations internationales. Il a bien voulu partager un peu cet instant de réflexion avec nous. Mathieu Adjabé, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Ça fait plaisir. Le plaisir est partagé, sachez-le. En face de vous, Vincent Folly. Il n'est plus à présenter. Éditorialiste, il est le promoteur et directeur de publication du Très en Vue quotidien, béninois d'information, d'analyse et d'investigation, dont le retour dans les kiosques est vivement attendu. La nouvelle tribune, Vincent Folly, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir que je partage toujours d'être ici. Sachez-le, c'est plaisir est immense. Élection inclusive au Bénin pour les législatives d'avril prochain. À ce jour, mesdames, messieurs, tout reste à l'étape de vœux. La solution parlementaire apparaît plus qu'hypothétique que jamais. De l'Assemblée, ils sont nombreux à ne plus rien attendre. Vincent Folly, pourquoi a-t-on l'impression que le scepticisme semble gagner le pas quand on a le regard tourné vers les élus du peuple? Le scepticisme, parce que par définition, le Parlement, c'est un lieu de bavardage. Et celui qui a choisi cette voie, et je parle sous le contrôle du professeur, il sait pourquoi il a fait ça. Je veux compter le nombre de jours. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril. C'est le 6 mars, je dis bien le 6 mars, qu'il a annoncé que nous sommes dans une impasse. Il avait la clé, la solution, il avait la solution à portée de main, mais il a choisi cette voie-là. Et ça dure depuis plus de 3 semaines, bientôt 4 semaines. Ça fait 1 mois. Je vous dis que la conférence nationale, pour rappel, a duré 10 jours. Du 11 au 19 février, si je ne m'abuse. On pourra me confirmer ça. Ça a duré 10 jours. En 10 jours, nous avons tout dit. Et nous en sommes là. Et voilà, nous sommes en train de démolir notre pays au bout de près d'1 mois. Et c'est ça qui est triste. Donc, je m'en vais dire que la voie parlementaire a vécu. Et on a entendu beaucoup de gens durant la semaine dernière et surtout le week-end passé. Et je vois que la solution se dessine déjà. On y revient, on appréciera ces voix qui s'élèvent, montrant toute autre voix que celle parlementaire. Professeur Adjabé, est-ce que ça fait pertinent de conclure aujourd'hui au deuil de la voix parlementaire? Merci. Dans le monde des humains, tout est possible. Surtout en politique, lorsqu'il y a une volonté politique, je pense qu'il n'y a pas lieu de désespérer. On peut encore sauver quelque chose, on peut encore sauver les meubles. Les hommes font la démocratie et la démocratie fait les hommes. Étant donné que la politique en soi, c'est l'art de compromis, de réconciliation des positions divergentes, si volonté politique il y a, on peut encore sauver la démocratie au Bénin.
Mais il y a une grande condition que vous posez, le si. Pensez-vous que dans les conditions actuelles, votre si pourra franchir le seuil de l'Assemblée nationale et entrer dans les mœurs? Vous savez, si je me permets l'expression, oui. C'est l'estropié qui porte une charge qui est penchée. Et l'on fait de la fixation sur la charge plutôt que de regarder beaucoup plus profondément ce qui cause, n'est-ce pas, ce déséquilibre qu'il y a au niveau de la charge. Donc il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin pour pouvoir trouver ainsi donc les causes qui ont généré et qui ont produit en réalité ce que nous observons aujourd'hui. Alors, lorsque nous prenons d'abord la démocratie, la démocratie, c'est un système de gouvernement qui est caractérisé par 3 aspects fondamentaux. Le premier aspect, c'est d'abord et avant tout la participation. Le second aspect, c'est la compétition. Et le troisième aspect, c'est la liberté. Alors, la compétition est une condition sine qua non. Et la compétition, comme vous le savez, met aux prises minimalement 2 équipes, 2 adversaires qui confrontent en réalité leur position et en matière donc de démocratie, leurs arguments. Lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement au Bénin, on a l'impression que nous sommes en train de passer en quelque sorte de la transition démocratique, puisque nous ne sommes pas encore une démocratie, nous sommes encore un régime de transition démocratique. Et donc, nous sommes en train de passer, si ce qui se dessine actuellement se passait, on serait en train donc de passer de la transition démocratique vers, en réalité, un régime monopartite. Un régime monopartite, ça c'est ce que vous dites, Vincent Folly, on a suivi, et c'est peut-être là le hic. On parle de régime monopartite parce que ce qui se dessine pourrait conduire, si la volonté politique n'est pas matérialisée, pourrait conduire à assister à un scrutin où on aura rien que 2 formations politiques en liste, les 2 retenues par la Sénat. Et ça, c'est la Sénat qui a fait son arbitrage. Mais ces 2 formations réclament et le clament à tue-tête. Et les partis politiques en question ont des visions différentes. Alors, on fait trop mal en disant ou arbitraire, on joue dans l'arbitraire en les retenant comme des formations politiques accompagnant un homme. La vision étant divergente, qu'on doit pouvoir considérer désormais que dans le cas d'espèce, si cela s'avérait, que ça reste aussi une compétition. Votre regard? Non, il n'y a pas de compétition dans ces 2 partis. Le professeur a défini tout à l'heure la démocratie, les piliers, il a parlé de compétition. Mais vous me rappelez ça, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait la compétition, il faut qu'il y ait la participation, la liberté. Mais tous ces mots reviennent à la même chose, la liberté. La liberté pour les gens de compétir. Et il a dit que la compétition doit avoir lieu entre 2 personnes au minimum. Mais je crois que toute compétition n'existe que quand il y a des compétiteurs, c'est-à-dire des gens qui sont opposés. Et soit ils peuvent être nombreux à être opposés, mais au minimum, il faut qu'ils soient 2. Mais est-ce que les 2 compétiteurs qu'on nous a choisis sont des compétiteurs vraiment opposés? Apparemment, non. On sait que ils viennent d'une seule et même racine, à savoir leur géniteur, c'est le président de la République. Je ne vois même pas d'acteurs qualifiés pour animer ces partis. Ce sont des ombres pour moi. Ce sont des ombres qui... Est-ce que vous des ombres? Oui, ce sont des ombres. On connaît les têtes d'affiche pour chacune des formations. Les têtes d'affiche qui ne sont que des ombres derrière lesquelles le président se cache. C'est-à-dire le président est leur géniteur. C'est tout ce que je peux dire. Cela dit, je crois qu'il a raison de dire qu'il faut qu'il y ait compétition. Quand il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de match. Certains ont évoqué que par le passé, nous avons eu un match amical. C'est des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Le match amical qui a eu lieu entre le président Bruno Amoussou et le président Kérékou à l'époque tout le monde savait d'où ça venait. Ce n'est pas la même chose. Ici, des gens veulent aller en compétition, on refuse qu'ils y aillent. Par le passé, c'est Soglo lui-même qui a dit « je ne vais pas au second tour » parce que le premier n'a pas été transparent, il a choisi. Et Ngwedji qui venait après lui a dit « je ne vais pas ». Et donc, on a pris le 4e, et donc ça n'a rien à voir. Ici, on veut empêcher des gens
qui veulent aller aux élections, d'aller aux élections. En fait, sur la base... L'évolution de la situation, les débats auxquels on a assisté jusqu'à présent, est-ce que ça fait juste de souligner qu'il y en a qui veulent empêcher d'autres d'aller à la compétition? Le chef de l'État a lancé son appel que vous avez suivi. Et c'est à l'Assemblée nationale que visiblement ça achoppe. Non, ça a chopé plus loin que ça. Il a dit tout à l'heure que ce n'est pas la charge, c'est-à-dire l'homme penché par la charge qu'il faut voir, mais la charge qui fait pencher l'homme pour voir si la charge n'est pas insupportable par cet homme-là qui transporte une charge et qui se penche d'un côté. Non, le mal est venu d'une seule chose, de ces lois, le code électoral et la charte des partis qui ont abouti à une impasse. Ce sont des textes qui renforment des incohérences, on pourra en parler, et on a conclu qu'on ne pouvait pas. D'abord, on a fixé la date des élections, c'est-à-dire de dépôt de candidature au 26. Or, la charte a été adoptée, je crois, en septembre, et on leur demandait d'observer 6 mois. Et les 6 mois finissaient le 17 mars. Or, il fallait déposer les dossiers le 26 février. Alors, si on est un ancien parti, on dépose le 26 mars, est-ce que ce dossier, si on dépose le 26 février, est-ce que ce dossier n'est pas valable? En soi, oui. Mais il est en contradiction avec la date fixée pour la reconnaissance des partis, qui est le 17 mars. Donc, il y a un méli-mélo qui devrait être débrouillé. Et ensuite, ça aboutit au fait que ces 2 partis, et c'est les seuls partis du chef de l'État qui ont été qualifiés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous parlez des tests de loi votés. Oui. Et à raison, donc, le chef a demandé à ceux qui ont fait ces options. C'est lui qui les a initiés. C'est lui qui a initié ces lois qui ont été conçues comme des propositions de loi. Ça devait être des projets de loi. C'est une méthode qui a été adoptée depuis le président Yahi, que nous avons critiqué par le passé dans notre journal, et qui consiste à prendre les textes de loi et à les confier à des députés pour que ça devienne proposition, parce qu'on veut éviter le détour par la Cour suprême, qui est le passage obligé des projets de loi, qui sont visés par des magistrats avisés. Mais depuis Yahi, on a préféré faire des propositions de loi et ça passe à l'Assemblée comme une lettre à la poste. Et je veux vous faire remarquer que avec ce régime, nous, les journalistes, on avait de la peine à suivre les lois qui se prenaient. Alors que par le passé, il y avait des lobbying, il y avait des séminaires qui étaient organisés, les journalistes étaient appelés à préparer. Donc les lois ont été prises et votées à la sauvette, et on se rend compte que la loi est là. Et voilà, le constat est que la loi concerne des choses. Par exemple, le code qui fixe la caution à 250 millions pour un candidat à la présidentielle. Nous ne sommes pas une démocratie censitaire. Pourquoi fixer une caution ici élevée dans un pays où le SMIC est à 40 000 francs? Donc, Adjabé, si votre vis-à-vis pose des diagnostics sous cet angle, est-ce à dire que les députés qui clament leur autonomie, leur indépendance pour la posture qu'ils adoptent aujourd'hui le disent à dessein, et nous ne sommes pas en train de désavouer le chef de l'État, parce que hier on a vu le chef dans sa posture, on a eu l'impression que ces députés font pratiquement à leur tête, mais votre vis-à-vis semble dire que ces députés ne sont que les répondants du chef. Ce sont les ombres. Des ombres. Ah, voilà, moi je vais garder de te répéter cette expression-là, mais il insiste, des ombres. Est-ce qu'il faut voir en ces élus vraiment des hommes aux autres, ou des hommes plutôt confiants à la pertinence de ce qu'ils ont eu à faire hier, et donc tracer la voie qu'ils indiquent actuellement comme la seule qui vaille? Vous savez, l'histoire très récente, lorsque, soit en campagne électorale ou après avoir pris les rênes du pouvoir, la stratégie adoptée par le gouvernement de la rupture avait été la ruse et la rage. Vous y croyez aussi? La ruse et la rage. Et celui qui le disait, en réalité, n'est-ce pas, il dit qu'il est un compétiteur né. Il faut comprendre ce qui se passe d'abord dans le milieu économique pour essayer donc d'analyser beaucoup plus profondément ce qui se passe maintenant au niveau politique. Sérieux? Alors, dans la compétition en milieu marchand, exactement, c'est la ruse qui joue. Ce n'est pas forcément le plus offrant qui emporte les marchés, mais c'est celui qui sait damer le pion, n'est-ce pas, à ses concurrents pour pouvoir parvenir à ses fins. Et ça, c'est prouvé. Alors, lorsqu'on transpose cela donc, dans le milieu politique,
ça ne dit pas autre chose lorsque on peut être à la fois un pompier pyromane. Un pompier pyromane dans la mesure où ceux qui sont là répondent en réalité de vos aspirations. Si ceux qui sont là répondent de vos aspirations et qu'en Afrique, particulièrement en Afrique francophone, on a une redevance vis-à-vis de celui qui nous a fait, comment pouvez-vous alors expliquer que, n'est-ce pas, des députés retournent l'âme contre celui qui les a fait? C'est pas possible en Afrique. Ailleurs, c'est possible. Parce que si vous prenez les démocraties avancées, comme la démocratie américaine, par exemple, n'est-ce pas, lorsque le président nomme et que ça passe les mailles du Congrès, un juge de la Cour suprême, par exemple, le jour où il prête serment, il dit au président, justement, que du moment où il prête serment, il n'est plus à la sorte du président et qu'il n'hésiterait pas un seul instant, lorsque le président enfreint aux lois de la République, n'est-ce pas, à travailler pour sa destitution. Vous ne voyez pas les Béninois même de faire ça? Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables parce que, vous savez, il y a longtemps que dans le milieu académique, on prend les Africains en réalité pour ceux qui pratiquent la politique de vendre. C'est Jean-François Baya qui avait édité donc son livre, qui a observé les pratiques politiques en Afrique, notamment subsaharienne et francophone, et qui dit que dans ce monde-là, les hommes et les femmes qui se mettent en politique le font non pas par conviction, mais davantage pour tirer profit, n'est-ce pas, pour eux et eux seuls. Alors, revenons-en à ce qui se passe actuellement. Vous trouvez ça actuel? Je pense que les grands esprits qui animent le milieu idéologique universitaire observent des pratiques sur ce que Braudel appelle la longue durée. Et leurs observations sont constantes et s'appliquent. Un seul cas ne peut pas falsifier cette observation. Alors, lorsque vous observez le cas du Bénin, moi, je suis un peu choqué de constater que, en fait, ce qui se passe ici dépasse un peu l'entendement. Mais cela se comprend. J'arrive, monsieur le journaliste. Vous savez, tous les métiers s'apprennent. On apprend à être menuisier. On apprend à être banquier. Et dans le bon vieux temps, ici en Afrique, pour être roi, on est d'abord prince. Et le prince, on lui apprend à gouverner. Et c'est au XVIIe siècle que Réal de Courban, un politologue français, avait écrit qu'en fait, justement, les princes dans les cours royales sont préparés pour une fonction donnée. On ne naît pas roi, on le devient. Alors, si ces gens attachent du prix à la formation pour devenir gouvernants, la question donc est de savoir, et les députés qui sont au Parlement béninois aujourd'hui, et ceux qui animent la vie politique du Bénin aujourd'hui, quelle formation en sciences politiques ils ont reçue, quelle formation en sciences de gouvernement ils ont reçue? Parce qu'il ne suffit pas donc d'improviser le débat politique. Et donc il faut voir par exemple, n'est-ce pas, la biographie de ces députés qui clament. Comment on peut être représentant du peuple et enlève à ce peuple son droit de choisir entre des compétiteurs dans un jeu démocratique? Soit on n'est pas démocrate et on feint de l'être, on se passe pour démocrate alors qu'on ne l'est pas, puisqu'on n'a pas reçu une formation, la formation dans les règles de l'art en matière de politique. Alors on improvise. Apprécions les choses de plus près parce qu'on a des données. Récemment, on lui a donné de la voix, invitant le peuple à aller au vote face à l'impasse de plus en plus dur. Jean-Michel Abimbola. Derrière lui, on peut voir l'ancien ministre, toujours député, Barthélemy Cassar, Okongla, des hommes qui ont eu à faire leur preuve à d'autres fonctions et qui aujourd'hui sont toujours dans l'arène politique, tous de la majorité parlementaire. La trentaine s'est alignée derrière le porte-étendard du BMP, demandant au peuple béninois de s'apprêter à aller aux urnes, car leur vis-à-vis n'est visiblement pas prêt pour que le consensus se fasse. Et quand on cite ces noms, votre thèse, elle tient toujours. Vous les connaissez, ceux-là dont je viens de parler, avant de me retourner vers votre vis-à-vis pour la même question. Il faut observer de façon profonde ceux qui sont là et qui revendiquent évidemment la votation le 28 prochain. Si on prend par exemple M. Cassar, oui. Il n'a pas de choix que de suivre bec et ongle, n'est-ce pas, le président de la République. On se rappelle encore, puisqu'il faut aller au fond, il faut analyser les choses de façon objective, n'est-ce pas. Les problèmes de détournement des fonds alloués à l'eau
Mais c'est clair, la justice a tranché. Oui, la justice a tranché, mais comment? La justice est politisée ici en Afrique et au Bénin en particulier. La justice est politisée, la justice n'est pas libre. D'abord, il faut interroger ceux qui ont prononcé, n'est-ce pas, le verdict dans ce jugement. Il faut les interroger. Il faut les interroger, il faut voir leur motivation profonde, non pas simplement ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, quand on prend une démocratie, on dit que la justice doit être indépendante. Alors, lorsqu'on prend ce cas précis, par exemple, et qu'on le compare à d'autres cas de députés dont les immunités parlementaires avaient été levées, il faut interroger, mais pourquoi on joue à la carte la levée de l'immunité parlementaire pour certains et on la maintient pour d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas eu des négociations dans les coulisses pour se protéger les uns les autres contre des malversations? Et alors donc, lorsqu'un homme politique prend une décision ou fait une déclaration, il faut aller au-delà de ce qu'il dit pour interroger les pratiques qui l'ont amené, n'est-ce pas, à prendre cette décision. Lorsqu'on regarde donc de près ces députés qui viennent au Parlement, d'abord la question est de savoir, vous savez, ailleurs dans la démocratie avancée, vous pouvez être de n'importe quelle profession, mais lorsque vous venez en politique, vous êtes formé à la chose politique. Vous n'êtes pas formé par des ONG. Vous n'êtes pas formé par des chancelleries étrangères. Vous êtes formé par des universitaires qui, exactement, vous montrent ce qu'on appelle être député, comment il faut voter les lois. Mais ici, je m'excuse, ce sont les ONG occidentales qui forment les gens à la chose politique en Afrique. Comment voulez-vous donc que ces gens qui viennent en politique par infraction puissent voter par conviction et être sûrs qu'ils sont là pour défendre l'intérêt national, penser d'abord en termes de survie, non pas de l'individu, mais de l'entité politique qu'on appelle nation. Quel type de nation ces gens sont en train de défendre? Vous inspirez notre débat, notre plateau, nous y reviendrons, ne vous en faites pas, mais Vincent Folly, aujourd'hui, on peut le dire peut-être à certaines personnes, mais quand on cite les noms comme ceux que je viens de citer, est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre de dire que ceux-là sont venus à l'Assemblée par infraction et qui n'ont pas toute la portée, ils ne maîtrisent pas la portée de cet appel qu'ils ont lancé ce vendredi soir? Oui, bien, écoutez, le professeur dit beaucoup de choses et il faut bien clarifier les choses avant de poursuivre. Sinon, notre discussion risque d'être pas très utile pour les téléspectateurs. Je veux dire à l'adresse du professeur qu'il a raison de dire que la démocratie, c'est d'abord compétition. Et il a dit que celui qui dirige le pays se comporte toujours comme un homme d'affaires avec la ruse et la rage, a-t-il dit. Et il a dit qu'en affaires, on gère les affaires avec la ruse. Et donc l'impression que l'on donne lorsqu'on est dans le champ politique, c'est que celui qui dirige le pays se comporte toujours comme un homme d'affaires. Et c'est ça qui est malheureux pour nous. C'est la ruse qui gère, avec la ruse qu'il gère les relations publiques en politique. Et il a raison de dire que les hommes politiques n'ont pas reçu de formation et que ce n'est pas les ONG qui doivent les former. En faisant allusion aux formations à la carte qu'on donne à l'occasion de telle ou telle élection ou de telle ou telle entreprise, je crois qu'il a raison. C'est que nos hommes politiques rentrent en politique par effraction. Je ne veux pas dire par infraction, par effraction. C'est-à-dire, ils cassent, ils viennent alors qu'ils ne sont pas attendus, comme le voleur. Et donc, c'est des gens qui veulent profiter de la politique. Mais et donc, en revenant à la réalité des choses, c'est que ceux que vous avez nommés, qui sont allés dire qu'ils vont aller aux élections le 28, qu'ils invitent la population le 28, lorsque vous regardez la situation, on les comprend. Parce qu'ils savent que s'ils s'en vont dans les conditions actuelles, à savoir où les deux partis jumeaux, que certains députés appellent les deux partis privés du chef de l'État, vont aux élections, ben, ils sont sûrs de gagner sans coup férir. Mais ils savent que si le terrain politique est occupé par d'autres, à savoir l'FCBE pour ne pas les nommer, l'USL pour ne pas les nommer, ben, la compétition risque de tourner en leur défaveur. Je crois que la situation est telle que, vous voyez, nous sommes à un tournant de notre pays. Ceux qui sont au pouvoir
ont fait en 3 ans la preuve que ils voulaient changer les choses. Et ils ont été bloqués par une petite minorité. Et donc, ils ont conçu depuis longtemps ces stratégies, ce stratagème, à savoir aller aux élections en excluant les autres, parce qu'ils savent que si ça se passe normalement, ils ne peuvent pas gagner les élections. Donc, en excluant les autres, ils avaient la porte ouverte pour demain, c'est-à-dire une assemblée monocolore, avec ce que ça a comme conséquence, une cour constitutionnelle aux ordres, une cour, la HAC aux ordres, et toutes les institutions, parce que vous savez que tout cela dépend des élections législatives. Donc, moi, je crois que c'est humain. Lorsqu'on considère la situation de ceux que vous avez cités tantôt, ils savent que si on va dans les conditions normales de compétition où tous les partis sont présents, ils n'ont aucune chance de gagner. Mais si on peut considérer... Oui, vous voulez... Oui, il faut revenir un peu en arrière pour voir l'esprit de la réforme du système partisan. Vous savez, la politique, c'est d'abord la prévision. Il faut savoir prévoir en politique. Oui. Lorsque le chef de l'État actuel annonçait en 2015, depuis Paris, qu'il veut entrer autrement dans l'histoire de son pays, les opposants actuels qui étaient aux affaires hier, qui le connaissaient très bien, auraient pu développer leur stratégie et mettre en place, n'est-ce pas, les moyens nécessaires pour voir un comité d'expertise pour analyser ce discours de 2015 et se préparer en conséquence. C'est-à-dire, quand on voit l'esprit du système, de la réforme du système partisan, c'est très bien pensé au départ. Parce que, peut-être que je vais vous surprendre, parce que quand on regardait le paysage politique partisan du Bénin, ça faisait un peu rire. Ça faisait un peu rire dans la mesure où, si vous prenez les démocraties avancées, par exemple, notamment les États-Unis ou le Canada, pour les grandes élections, notamment l'élection présidentielle ou les élections législatives, on a les grands partis politiques qui participent, qui sont représentés au Parlement. Et quand on regarde de façon beaucoup plus fine, on constate que si on prend le cas des États-Unis d'Amérique, par exemple, ils avaient plusieurs partis politiques et puis à la fin, ils sont arrivés à deux grandes formations politiques. Les États-Unis se définissent essentiellement comme étant la Nouvelle-Jérusalem, comme la Nouvelle-Jérusalem, et ils sont basés fondamentalement leur système politique sur les traditions judéo-chrétiennes. Cela veut dire quoi concrètement? Regardez un pays, n'est-ce pas, qui occupe plus de 8 millions de kilomètres carrés, avec environ 300 millions d'habitants, et qui ont deux partis politiques centrés sur quoi? Sur la dualité bien et le mal, sur la dualité le jour et la nuit, sur la dualité le mâle et la femelle, sur la dualité esprit et corps. Et lorsqu'on regarde de près le système partisan américain, on constate qu'en fait, les deux sont complémentaires. Mais quand on vient ici au Bénin, n'est-ce pas, on constate que notre démocratie est devenue une démocratie commerciale. On crée des partis politiques ici et là, juste que pour l'élection présidentielle, par exemple, on va vendre ces partis, n'est-ce pas, à quelqu'un, aux grands électeurs. Alors, donc, l'esprit de ramener les Béninois à deux partis politiques n'est pas mauvais en soi. Mais le chef de l'État aurait pu procéder autrement. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, mon vis-à-vis, monsieur le journaliste et moi, vous vous rappelez de ce discours qu'il avait tenu en France, comme quoi le Bénin a un désert de compétences. Et tout le monde a souri ici au Bénin. On n'a pas souri, nous on a critiqué. Les universités ont souri, justement, parce que on se dit, mais comment un quartier latin d'Afrique peut devenir, n'est-ce pas, une désert de compétences? Et il fait la preuve aujourd'hui, justement, que le Bénin est vraiment une désert de compétences. Ah bon? Il suffisait simplement, n'est-ce pas, plutôt que d'aller à ces réformes et de créer lui-même deux partis politiques, il aurait pu procéder à la réforme du mode de scrutin. Par le mode de scrutin, on peut arriver à deux partis. Un scrutin majoritaire à un tour, comme on fait aux États-Unis ou au Canada, on va arriver au même résultat. Si l'intention de départ était vraiment d'assainir le paysage politique et d'envoyer des gens, n'est-ce pas, dignes du nom au Parlement pour défendre les intérêts de la population du peuple béninois, ça aurait pu être fait autrement. Vous parlez des personnes dignes du nom. On a un travail à faire. La question de l'assainissement, le chef de l'État l'a clamé aussi. Sa vision, c'est un peu ça. Peut-être qu'à l'arrivée, il y a des
problèmes qu'il va falloir revoir et corriger. Mais là, alors, vous, un peu plus tôt, vous avanciez que à suivre ce qui se fait, tout porte plutôt à croire que l'intention est tout ailleurs. La peur de se voir plutôt éjecté lorsqu'on accepte d'aller à une compétition, une vraie. Mais quand vous le dites, est-ce que vous ne mettez pas en même temps un peu de bémol lorsque vous écoutez des sachants déclarer qu'ils sont prêts, eux, à aller aux élections le 28 avril, même si c'est avec ces deux formations politiques? Non, ceux qui disent ça, ils savent pourquoi ils le disent. Mais je crois qu'il faudrait, si le débat va être utile, il faudrait qu'on se... Allez-y. Les choses. Et vous voyez, bon, on dit tellement de choses que, bon, parfois on se perd. Et mon vis-à-vis a dit tantôt que la démocratie, il faut savoir d'où nous sommes partis. Je crois que le mal, c'est-à-dire l'impasse dans laquelle nous sommes, n'a qu'une seule cause. C'est les lois électorales qui ont été mal ficelées. C'est la cause de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question à laquelle on peut répondre rapidement dans notre... C'est le mal. Et il a dit que si le but était d'arriver à deux partis, mais je veux lui rappeler que les États-Unis n'ont pas deux partis. Il y a beaucoup de partis aux États-Unis. Au Québec, où je suis allé au Canada plusieurs fois, j'ai vu que c'est un gouvernement, c'est un pays où il y a plusieurs partis. Surtout au Québec, il y a plusieurs partis. Mais donc, c'est en fait la compétition se réduit à un certain nombre de partis à cause du mode du scrutin. Nous-mêmes, la proportionnelle que nous avons adoptée pour les élections législatives, ça permet l'éclatement des petits partis, c'est-à-dire on a toujours une assemblée à géométrie variable parce que même les petits partis sont représentés par le jeu de la proportionnelle. Si nous voulions aboutir à un jeu de 2 ou 3 partis, c'est le scrutin majoritaire. Les universitaires savent ce que c'est et ils savent. Lorsque si c'est à un tour, c'est le plus qualifié qui ramasse la mise et puis c'est fini. Mais on n'a pas voulu ça. On a voulu créer quelque chose sur n'importe quelle base. Il n'y a pas eu de discussion au préalable. Ces discussions auraient eu lieu que nous n'en serions pas là. Donc, et ce n'est pas le mal c'est les deux lois électorales qui ont été élaborées à moins de 6 mois des élections. Si on avait, lui qui était venu depuis 2016, si nous sommes en 2019, si c'était dès le départ qu'il avait choisi, s'il voulait vraiment assainir, il aurait pu faire le choix de la proposition. On aurait pu discuter, on aurait le temps de créer les lois et de les mettre en application. Oui, il est impatient de parler. Donc, je veux dire simplement que la cause de l'impasse actuelle n'a que s'appelle les lois électorales mal ficelées. Le Bénin n'en est donc pas arrivé là où il est accidentellement. Non, c'est une crise provoquée. Je ne veux pas dire motivée. Le mot n'est pas tellement heureux. Moi, je parlerais d'une crise provoquée par des apprentis sorciers qui voulaient donc faire leur beurre à partir de l'exclusion des autres. Et ils ont compté compter pour que les partis ne s'inscrivent pas aux élections. Mais on n'a pas fait la politique de nos frères togolais qui ont dit nous ne voulons pas aller aux élections. Ici, tous les partis ont dit on veut aller. C'est le pouvoir qui a dit je veux exclure certains. Et vous avez vu le chef de l'État du 25 février au 6 mars. Oui, il a fait une sorte de volte-face à 180 degrés. C'est lui qui a parlé, qui a démontré que les lois étaient bonnes, que ce sont les partis qui n'ont pas voulu faire le travail. Le 6 mars, il a constaté qu'il n'y avait pas match et il s'est adouci. Et au lieu de trancher le problème en mettant de côté les deux lois qui sont la cause du problème et en organisant les élections avec les anciennes lois, ça c'est ma théorie, moi, au lieu de le faire, on a dit, bon, allez parlementer. Et nous sommes là, depuis 3 semaines, à tourner en rond. À tourner en rond. Oui, alors que la solution est là. Docteur Adjabri, avant votre régulation personnelle dite, le chef de l'État serait-il pris au piège des apprentis sorciers, comme le dit Vincent Folly? C'est lui-même qui est un apprenti sorcier. Ben, vous savez, si on fait des compétences réellement, on sait là où on peut les trouver. Vous mettez des mots, réellement. Oui, c'est parce qu'on est en politique là. La politique, c'est pas un marché d'enfants. C'est un jeu très dangereux. Et ne va pas en politique qui veut, mais qui peut. Et lorsque les lois avaient été votées, les lois sur les réformes, sur le code électoral, etc., en principe, l'opposition aurait dû se mettre très tôt au travail. C'est ça.
L'opposition, c'est le péché original de l'opposition qui crie aujourd'hui, n'est-ce pas, à la victimisation. Parce que lorsque vous votez des lois, vous n'êtes pas au Parlement en tant qu'observateur, vous êtes des acteurs politiques. Vous prenez ces lois que vous avez votées, vous donnez ça à votre équipe qui déchiffre ces lois et met en place une stratégie pour que vous puissiez vous conformer à la nouvelle donne. À la nouvelle donne, si vous voulez réellement participer, n'est-ce pas, ou bien court-circuiter celui que vous avez en face de vous et que vous connaissez très bien, mieux que quiconque, parce que qui nous souviennent que ces députés, n'est-ce pas, avaient parlé en temps donc, de la télécommande de Paris. Donc ils connaissaient très bien leur adversaire politique. Et pourquoi ils ne se sont pas mis au travail pour montrer au peuple béninois qu'ils ont rempli leur part de responsabilité, même si c'est dans un délai très court, on peut convier des équipes et travailler de jour et de nuit pour ainsi se conformer, n'est-ce pas, au niveau l'impasse, mesdames, messieurs, chers invités, oui, on y est déjà, on y est, et chacun continue de se renvoyer la balle. Que fait-on le 28 avril? Faudra-t-il aller aux urnes avec juste ces deux formations officiellement déclarées aptes par la Commission électorale nationale autonome, Sénat? Vincent Folly, la grosse interrogation désormais qui taraude les esprits. Oui, avant de venir, je crois qu'il a laissé la question en suspens. Oui. Et à savoir, si mes souvenirs sont bons, il a parlé de l'organisation et la capacité de l'opposition à se prendre en charge. Je crois qu'il faut le dire, il faut dire à la décharge des organisations les partis politiques de l'opposition, elles ont fait tout ce qu'ils ont pu. Les partis politiques, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais c'est cette minorité, cette majorité mécanique qui vote les lois, presque les yeux fermés, qui est la cause de tout ça. Sinon, ils ont déjà relevé les errements de la loi. Moi, je me souviens du jeune député Guy Mitopé, pour ne pas le nommer, et qui a dit que ces lois-là étaient mal ficelées. Je crois qu'il faut leur dire à leur décharge. C'est vrai qu'ils auraient pu, comme le professeur le dit, s'organiser pour faire... Mais est-ce qu'on pouvait faire le travail là dans le délai imparti, sans faire... Vous savez ce qui s'est passé. Le ministre de l'Intérieur a fait des observations. Ils ont respecté les observations. Ils sont venus. Et on a trouvé encore d'autres observations. On a trouvé qu'il y avait des fautes dans leur truc. Est-ce que c'était normal? Est-ce que les gens voulaient que l'opposition se présente? Moi, je crois que non. Pour répondre à votre question, oui, pour laquelle question a trait à est-ce qu'il faut voter le 28 avril, c'est ça que vous dites? On dit, non, voter, oui, mais avec les deux formations officiellement déclarées aptes par la Sénat. Non, j'écoute tous les acteurs. Autre issue. Non, ça ne peut pas se passer. Parce que si ça se passe ainsi, ce qui risque de se passer, c'est une assemblée monocolore et demain, toutes les institutions seront prises en charge par le pouvoir, comme ça l'est aujourd'hui. Et nous avons dû le salut à la non-révision de la Constitution. On n'a pas pu réviser la Constitution parce qu'il y avait cette minorité de blocage. Demain, elle ne sera plus possible si les deux partis se présentaient seuls. Donc les gens doivent voir, non pas aujourd'hui, mais demain. Si c'est les deux partis-là qui sont autorisés à se présenter, c'est fini. Je crois que tout sera terminé. Notre démocratie va passer à la trappe. Mathieu Adjagbe, oui. Oui, je reviens sur un point que... Très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, qu'il a soulevé tout à l'heure. Oui, au Canada, il y a plusieurs partis politiques, mais l'État canadien est structuré de sorte qu'il y a des partis fédéraux, il y a des partis provinciaux, il y a des partis municipaux. Oui, et ceux qui participent aux élections municipales, ces partis ne participent pas aux élections provinciales. Oui. Et ceux qui sont aux élections provinciales ne participent pas en réalité aux élections fédérales. Oui. Et donc c'est là où se trouve la stratification du système partisan canadien ou américain. Oui. Maintenant, revenons-en à ce qui se passe ici en ce qui concerne est-ce qu'on vote ou on ne vote pas. Oui. Vous savez, il faut défendre la démocratie. Nous n'avons pas inventé la démocratie. Nous avons inventé les systèmes féodaux, n'est-ce pas, les systèmes autoritaires qui coulent encore dans nos veines. Nous n'avons pas inventé la démocratie. Les vrais architectes de la démocratie, n'est-ce pas, ce sont les Occidentaux, notamment les États-Unis d'Amérique. Et si nous voulons être démocrates, des principes ont été établis pour être démocrates. Et nous devons les respecter. Au départ, M. Folly, justement, évoquait la mission de la CEDEAO, l'intervention des Nations Unies. Le Bénin est membre de la CEDEAO, membre des Nations Unies. Et au niveau des Nations Unies, il y a des principes clairs pour dire si vous êtes une démocratie ou non. Si nous ne voulons pas
brader notre héritage. La seule chose que le Bénin a à vendre, peut-être que quand on ne sort pas du Bénin, on ne voit pas l'importance de l'image du Bénin. La seule chose que le Bénin vend aux partenaires financiers internationaux, c'est la démocratie. Même aux partenaires financiers. Aux partenaires financiers internationaux, ce que le Bénin vend, c'est son modèle de démocratie, en tant que laboratoire de la démocratie en Afrique. Alors, il faut que l'esprit de 89 nous réhabite. L'esprit qui a poussé feu le général Mathieu Kédékou, n'est-ce pas, à accepter la conférence des forces vives de la nation pour trouver ensemble un compromis sociétal partagé pour sortir le Bénin de l'impasse. On peut toujours innover, on peut toujours étonner le monde. Je vous avais dit au départ que les hommes font la démocratie et la démocratie fait les hommes. L'une des choses que j'ai remarqué ici au Bénin, c'est la caporalisation de la démocratie de l'État par un individu. Ailleurs aussi, il y avait des présidents. Il y a aussi des présidents aux États-Unis, au Canada, en France, etc. Mais nous ne voyons pas que l'État et la démocratie se résument seulement à la personne du chef de l'État qui est partout, à la fois et nulle part. Vous voyez le chef d'État partout au Bénin? C'est omniprésent. Et tout le monde se rapporte vers lui. Comme quoi, s'il y a crise, c'est le chef de l'État. Mais non, mon visage avait parlé de séparation des pouvoirs dans les démocraties. Chacun joue sa partition. Et la justice et le Parlement ne se trouvent pas inféodés à l'exécutif. Chacun joue sa partition. Et donc, pour que ça puisse, pour que la démocratie béninoise soit sauvée, moi je pense, ce sont les humains qui ont codifié la Constitution. C'est nous, Béninois, qui avons décidé à un moment donné de nous donner cette Constitution-là. Et aujourd'hui, lorsque nous sentons cette démocratie menacée dans ses principes fondamentaux en termes de participation, compétition et liberté, nous pouvons trouver un compromis encore maintenant pour sauver ce qui peut encore l'être dans la mesure où, lorsque cette démocratie est compromise, rassurez-vous, les conditionnalités de l'aide au développement seront appliquées et le Bénin peut en être exclu. Oh, c'est vrai, mais pour l'instant, on n'y est pas, on espère qu'on n'y sera pas, on ne le souhaite pas pour le Bénin. Oui, Vincent Folly, la voie parlementaire, si elle devient caduque, comme vous le dites, on emprunte quelle voie alors pour sortir de l'impasse? Non, c'est celui qui a créé la crise qui doit la dénouer. C'est le chef de l'État et je veux faire une petite parenthèse pour dire qu'il a raison de dire que le chef de l'État est présent partout. Regardez, depuis avant-hier, il y a une polémique sur la présence de la maison, la maison qu'occupait l'ancien président. Il paraît qu'on veut créer un jardin public. Mais quand même, qui est-ce qui fait la politique de Cotonou? Ce n'est pas le pouvoir central, c'est quand même la municipalité. Est-ce qu'on a pris l'avis de la municipalité pour savoir si, à ce lieu précis, c'est-à-dire à côté de l'état-major de la marine, on peut installer un jardin public? Moi, je veux savoir. Donc, on nous a balancé l'information comme ça et j'ai l'impression que tout vient du chef de l'État qui décide, voilà, un matin, je veux faire quelque chose ici, je veux créer une gare routière par là. En fait, de gare routière, on n'a jamais... Il n'y a pas de gare routière à Cotonou. La seule gare de Porto Novo, vous savez ce que c'est devenu. La place publique qu'on a dégagée, ça ne sert plus rien. Et maintenant, pour aller à Porto Novo, il faut aller. Donc, la présence du chef de l'État, elle est massive, elle est envahissante. Et ça ne devrait pas être ça. Et les pouvoirs doivent être partagés. Et au niveau de la décentralisation, les maires doivent retrouver leur rôle. Ce n'est pas le cas. Cela dit, donc, je dis que c'est lui qui a créé la crise. C'est lui qui est à l'origine de la crise parce que c'est lui qui a sorti les lois qui sont aujourd'hui inapplicables. Parce que à la fin, c'est les deux partis que lui l'a créé. Donc vous invitez le chef de l'État. C'est lui qui doit prendre des initiatives. Et certains proposent la révision de la Constitution. Moi, je ne suis pas juriste. Je ne sais pas ce que les juristes peuvent dire. Mais je dis, on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour organiser les élections législatives. D'autres disent, et ça c'est le professeur Topanou qui a écrit un article dans mon journal ce matin pour dire qu'on peut utiliser l'article 68, qui est un article, à l'époque, le professeur Moncontant disait, et paix à son âme, que c'est comme si on utilisait un marteau-piqueur pour tuer une mouche. L'article 68, c'est un article massif qui doit être utilisé à bon escient. C'était ceux qui le proposent. Est-ce qu'ils voient tous les effets? Parce que lorsque le chef de l'État prend une ordonnance, il peut
continuer pendant quelques temps, en attendant que le Parlement se réunisse, prendre d'autres lois rapidement pour changer les choses. Donc c'est très dangereux l'article 68. Ceux qui parlent de ça n'ont qu'à... Mais moi je crois qu'il peut prendre l'initiative parce que c'est lui qui a initié les lois. Il peut décider de les mettre en veilleuse et de dire on va aux élections. Docteur Mathieu Adjagbe, l'émission est presque terminée, oui, très rapidement. C'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, le professeur Laurent Gbagbo, qui disait « Assoyons-nous et discutons ». Assoyons-nous et discutons. Laurent Gbagbo. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui disait ça pendant la crise post-électorale. Il y a plusieurs anciens présidents. Donc Laurent Gbagbo, je cherchais. On revient encore ici au Bénin. Assoyons-nous et discutons. On peut s'asseoir et discuter, n'est-ce pas, pour trouver une porte de sortie à l'impasse. Si tant est que les uns et les autres veulent sauvegarder la démocratie. Merci à vous, professeur Mathieu Adjagbe. Merci également à vous, Vincent Folly, pour une contribution sans intuition. Mesdames et messieurs, on espère que vous avez pu trouver les éléments de réponse qui s'imposent pour l'édification de la République. 100% Bénin, ce n'est que notre petit grain de sel pour le débat qui est actuellement en cours. Demain, c'est un autre jour. Nous vous reviendrons avec d'autres sujets, peut-être la suite logique de ceci. Les députés sont encore appelés une fois à faire preuve d'une bonne foi. Peut-être ça viendra. Cette citation de l'institutionnaliste Nassis Tometi, avant de vous fausser définitivement en compagnie. La vie, dit-il, n'est pas une course à la gloire. Cultivons la sincérité, la simplicité, la souplesse, la solidarité et la sagesse. Après nous, c'est le désert, c'est bien plus grave que ça. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention.